Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler d'une nouvelle entreprise qui s'appelle Rémi Cointreau. On va regarder ensemble d'abord les activités de l'entreprise et ensuite tous les chiffres de l'entreprise. Je vais les découvrir avec vous et voir si l'action m'intéresse. À savoir que c'est un titre qui m'a été pas mal mentionné, notamment quand j'avais parlé par exemple de Pernod Ricard qui est un concurrent et aussi d'autres entreprises qui font des alcools haut de gamme, notamment en France. À savoir que le titre, je pense qu'il a fait parler de lui parce qu'il vient de connaître une hausse récente suite à une baisse de plus de 75 en bourse depuis, les points hauts qu'ils avaient fait fin 2021, début 2022. Aussi, de façon générale, si on regarde le graphique historiquement, on est à plus 2,28 de hausse par rapport à 1989. Ça doit faire, du coup, plus de 35 ans. On a fait 2 de hausse en bourse. Cependant, le titre a payé des dividendes tout au long de son existence, et cetera. Ça, on va regarder après, est-ce que les dividendes ont compensé, la performance? Enfin bref, je connais pas, du tout, l'action. Par contre, je connais bien le secteur, notamment le fait que ce soit un secteur, qui paye des dividendes, qui a eu des grosses difficultés en ce moment, notamment aux États-Unis et en Asie. Donc voilà, on va découvrir tous les chiffres ensemble afin que vous ayez mes réactions à chaud. Je vais ouvrir au fur et à mesure les différents chiffres qui m'intéressent. Et évidemment, comme d'habitude, c'est de conseiller en investissement. Je vous partage ma vision des choses, je vais découvrir des chiffres avec vous, mais au final, chacun se fera sa propre opinion et prendra ses propres décisions en investissement. Rémi Cointreau, c'est un groupe français spécialisé dans les spiritueux de luxe, fondé en 1724. Ils sont basés à Cognac et ils produisent et distribuent des marques prestigieuses, notamment Rémi Martin qui est du cognac, Cointreau aussi, c'est une liqueur, et ils ont d'autres produits que je vous ai mis ici au niveau de ma souris, et vous allez aussi sur le site destiné aux investisseurs, vous pouvez aussi retrouver toutes leurs marques. À savoir qu'ils sont cotés en bourse. Le groupe vaut actuellement un petit peu plus de 2,53 milliards d'euros de capitalisation boursière. Et c'est un groupe qui est axé sur l'artisanat, la qualité, et ils ont une présence mondiale. L'entreprise a fait parler d'elle récemment en bourse, notamment le cours de l'action, puisqu'il a fait plus 23% depuis le 26 juin, comme vous le voyez ici. Et ça, c'est en grande partie dû à des nouvelles positives qu'on a eues sur les droits de douane en Chine sur les cognacs, avec des exemptions qui vont être mises sur notamment NSI pour LVMH, Rémi Cointreau, chez Pernod Ricard aussi. Donc tout le secteur a eu des nouvelles positives et ça explique donc cette hausse récente. Maintenant, est-ce que cette bonne nouvelle fait que le titre pourrait être intéressant? Ça, on va le voir ensemble en allant regarder les chiffres. Je vais essayer de décortiquer au maximum ce que je vois, ce que j'aime regarder d'habitude pour me forger une opinion sur est-ce que je pourrais ou pas me voir investir sur cette entreprise. Si on va directement dans les finances, on va aller pouvoir regarder les chiffres publiés par l'entreprise, notamment les résultats annuels qui ont été publiés, on le voit ici début juin, donc ils sont assez récents. On va passer ensemble sur le PDF et ensuite on ira voir aussi sur un logiciel tous les chiffres. Donc, au niveau de l'entreprise, déjà, on voit que le chiffre d'affaires est clairement en baisse. C'est un peu le cas, sur, le secteur. On a eu aussi des difficultés sur le chiffre d'affaires, par exemple, chez, Pernod Ricard. Il nous précise aussi qu'ils sont en flux de trésorerie disponible positif. Alors, 19 millions, ça me paraît peu par rapport à la taille de la capitalisation boursière et même par rapport au chiffre d'affaires qui est de presque 1 milliard. Mais bon, c'est quand même en positif. On ira voir après ce qui s'est passé sur les dernières années dessus. Ensuite, ils vous mettent les notamment baisses qu'ils ont eues sur les volumes. On voit qu'ils ont beaucoup souffert ici aux États-Unis, moins 32% sur le premier trimestre 2024. Maintenant, là, la baisse a l'air de pratiquement avoir arrêté. Cependant, les volumes ont baissé et le chiffre d'affaires, forcément, il a clairement dû baisser aussi. Et en Chine, par contre, on voit qu'ils auraient pris des parts de marché. Par contre, ils ne nous mettent pas le chiffre d'affaires ici, c'est juste les volumes en parts de marché. Ok. Ensuite, ils nous parlent des économies qu'ils sont en train de faire. Donc, clairement, je pense qu'ils essaient d'améliorer leur productivité et de couper dans les coûts, puisqu'il y a des difficultés en ce moment sur le business. Au niveau des ventes, on voit clairement qu'elles ont baissé ici, comme on le disait. On est par contre sur des marges brutes assez élevées. En même temps, ça ne me choque pas, c'est du haut de gamme. Marge opérationnelle à 22% et les marges nettes doivent être un petit peu plus basses, j'imagine. On les regardera plus tard s'ils ne les ont pas écrits. Ensuite, on continue. Alors, rapidement, la marge nette, du coup, ils nous l'ont mise ici. Ok, 12,3%. Donc, c'est franchement pas négligeable. On est à plus de 10% quand même, contre 15% l'année d'avant. Donc, encore une fois, on voit que le business se dégrade quand même un petit peu, mais c'est le cas sur tout le secteur. Donc, pour l'instant, rien qui m'inquiète. On est en ligne avec ce que j'ai vu sur d'autres entreprises du secteur que je connais, le business qui souffre.
Ah, cash flow, ça c'est bien et j'aime bien les entreprises, bravo à eux, qui nous mettent tous les chiffres. Ils cachent rien, ils nous montrent tout, ça c'est quand même agréable à voir. Ils sont pas en train d'essayer d'utiliser des petites phrases pour pas tout montrer. Alors ensuite, flux de trésorerie disponible, 13 000 000 l'année dernière, 13,8, 19, donc il est en train d'augmenter à nouveau. Dividendes, ouh là là, je vais pas couper la vidéo pour faire ma réaction en direct, pardon. Ils ont payé 41 et l'année dernière, ils avaient payé 152, donc ils ont baisser le dividende. Encore heureux parce que l'année dernière, ils ont payé plus de 10 fois plus de dividendes que ce qu'ils étaient capables de payer. Je me demande d'où est venu l'argent. Et cette année, ils ont payé 2 fois plus de dividendes. Oh, ça, c'est... J'espère vraiment que ça va aller pour le business, mais là, déjà, pour moi, c'est un énorme red flag. C'est un énorme point quasiment éliminatoire. J'ai beaucoup de mal à voir ces décisions court terme où on décide de payer un dividende qu'on ne peut pas payer. Du coup, l'argent, il est venu d'où? Il a dû venir soit de l'émission de titres de dilution d'actionnariat, soit d'avoir levé de la dette. Mais dans tous les cas, j'aime pas voir ça. En plus, ils ont aussi baissé les capex, donc ils investissent moins, ce qui n'est pas forcément positif pour la croissance du business. Ah, jusqu'à maintenant, tout allait bien. Et là, enfin, le tableau, ça m'embête beaucoup. J'espère que pour le business, ça va aller. On va tout regarder, on va finir la vidéo, mais j'aime pas du tout faire ce genre d'entre-deux vidéos parce que bah, là, euh, le business doit être en difficulté et j'espère que ça va aller pour eux. Il y a des emplois derrière, il y a plein de choses derrière. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir se reprendre. De toute façon, une fois que j'aurai regardé tous mes chiffres, enfin, je mettrai en pause la vidéo et je vous ferai une conclusion pour vous dire globalement ma conclusion finale. Je prendrai le temps de bien l'écrire et de réfléchir au dossier. Enfin voilà, ensuite vous pouvez continuer et on voit ici qu'effectivement ils ont baissé le dividende comme on le disait. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas le payer. Bon, bref, après, je vous laisserai regarder la suite du document. Ils doivent nous parler certainement des guidance, donc des prévisions pour l'année prochaine. Croissance mid-single digit, donc croissance à un chiffre, certainement autour de 5%. J'imagine qu'ils entendent. Ce serait bien, vu qu'on a vu qu'on a eu une décroissance l'année d'avant. Qu'est-ce qui nous prévoit d'autre? Impact sur les taux de change, oui, je ne suis pas du tout étonné, notamment avec le dollar qui s'est affaibli et ils font des ventes aux États-Unis. Donc voilà. Un petit peu pour les documents. Et vous voyez que le chiffre d'affaires, il a baissé dans toutes les zones, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Dans tous les cas, on a eu des baisses sur les ventes. Il faudra d'ailleurs qu'on aille voir l'inventaire, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas arrêté de produire, et je me demande ce qui se passe sur les inventaires, parce que sur ce genre de business, ça peut clairement impacter la trésorerie, et ça pourrait être un aspect quand même positif par rapport aux dividendes. S'ils ont beaucoup d'inventaire, qu'ils arrivent à l'écouler par la suite, ça va quand même faire remonter les niveaux de cash, parce qu'il y a un moment, le produit et on va le vendre et donc on va rentrer de l'argent. On ira voir les inventaires ensemble. On va passer à nos chiffres, mais juste avant, petite information, je viens de lancer la page communauté dans laquelle vous pouvez rentrer. J'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet, notamment parce qu'en fait, je fais des vidéos hors YouTube dans le programme dans lequel je parle bah, de mes achats en ce moment, des revues de portefeuille, des séances de travail que je fais sur des nouvelles actions, etc. Et donc maintenant, vous pouvez y accéder directement au school, vous avez les liens en description. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin et aussi avoir la formation avec tous les modules, vous avez une offre en cours pour le début de l'été et évidemment la formation vous donne aussi accès à la communauté. Et vous voyez, récemment on a fait une revue de portefeuille. Hier j'ai fait des posts aussi sur les achats que j'ai fait. J'ai vendu des options pour récolter des primes hier. J'ai aussi acheté les actions. Donc voilà, pas mal d'informations que je vous partage directement dans cette communauté et évidemment ça change rien à YouTube, je continue ici à vous faire les vidéos, vous présenter les analyses, etc. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur apprentissage et avoir une visu de ce que je fais au quotidien, eh bien c'est maintenant disponible et je vous retrouve de l'autre côté. On continue directement avec des graphiques parce que ça va nous permettre d'être un petit peu plus visuel. Le chiffre d'affaires, donc ici, depuis 2010 jusqu'à 2025, donc sur 15 ans, on constate qu'en 2010, on avait fait 800 millions de chiffre d'affaires et aujourd'hui, on a fait 985, ce qui nous fait une hausse sur le chiffre d'affaires de 1,33% par an en composé sur 15 ans. Et on voit qu'on a eu un emballement, par contre, très flagrant du chiffre d'affaires en 2022 et 2023. C'est similaire à d'autres entreprises qui ont connu la même chose dans le même secteur. Et ça doit expliquer la hausse qu'on a eue en bourse, en fait, début 2022 puis 2023 avant la baisse. Vous voyez sur le graphique la tendance qu'on a eue sur le titre qui était très positif et ensuite ben, le début de la catastrophe sur tout le secteur. Hein. Ce n'est pas les seuls, Rémi Cointreau, il y a d'autres entreprises qui souffrent et ça s'est retrouvé dans les cours. Ensuite, j'aime bien aller regarder directement les marges. On les a déjà vues un petit peu tout à l'heure. On voit qu'on a des marges brutes élevées, c'est normal, c'est du haut de gamme, ça ne me choque pas. Par contre, derrière, ben, on a beaucoup de dépenses, notamment en marketing et puis toute autre dépense opérationnelle aussi.
Ce qui fait qu'on arrive quand même avec une marge nette à plus de 10%. C'est pas négligeable, surtout qu'on a fait des points hauts, vous le voyez ici, à 16%, voire même 19% les bonnes années. Et la marge sur le flux de trésor, historiquement, on va aller regarder la médiane, parce que ça c'est important pour le dividende. Il y a une médiane historique à presque 7% de marge sur les flux de trésor disponibles. En parlant de flux de trésor, on va aller voir ensemble tout ce qui se passe au niveau du cash. C'est important pour moi, tout simplement parce que c'est la vitalité de l'entreprise, la trésorerie, c'est ce qui permet de payer le dividende, d'investir, etc. Alors, le cash issu des opérations, il est ici. J'aimerais bien voir ce que pèse le CAPEX, donc les investissements pour maintenir les activités de l'entreprise et avoir de la croissance. Et on voit que le cash issu des opérations s'est écroulé, enfin il est en train de fortement baisser, par contre les CAPEX ne bougent pas. Donc le business, enfin l'entreprise continue à investir, ce qui est une bonne chose parce qu'il faut qu'ils aient de la croissance, même si on voit que là, ils ont mis un petit peu moins de CAPEX qu'en 2023 et 2024, mais en même temps, c'est pas étonnant vu la baisse du cash issu des opérations. D'ailleurs, quand on prend le cash issu des opérations et qu'on retranche les CAPEX, ça nous donne les flux de trésorerie disponibles, les free cash flow, qu'on va afficher. Je vais nous mettre aussi le dividende. On voit qu'ils ont, je pense, émis de la dette ici au niveau de ma souris. Ensuite, ils n'ont pas racheté d'actions cette année. De toute façon, ils ne peuvent pas vraiment se le permettre, à mon avis. Euh, on va aller chercher tout le cash. On va se mettre aussi, alors la dette court terme, il y en a, et de la dette long terme aussi. Ok, et on va aller voir aussi l'inventaire après, je nous disais. Donc, dette long terme plus dette court terme. On est sur les deux bougies les plus hautes ici. On voit 555 millions plus 184 millions, ce qui nous fait plus de 700 millions de dettes contre 83 millions de cash. Un flux de trésorerie disponible de 19 millions en 2025, l'année qui vient de finir. Là, on est en annuel, je vous voyez, contre un dividende de 41. Donc, j'aime pas faire ces vidéos, mais bon, j'ai pas le choix. 2 fois moins de flux de trésor que de dividende. Donc le dividende a été plus qu'à moitié payé avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Et s'il fallait rembourser toute la dette avec les flux de trésorerie disponibles actuels, je pense que ça se compterait en dizaines d'années. On peut s'amuser à le faire à la calculette. Si on est positif et qu'on prend un flux de trésorerie d'une bonne année, on va dire, on va couper la poire en deux, on va se mettre autour des 80 millions. Et on avait dit tout à l'heure, la dette, on est à combien? 555 plus 184, 555 plus 184, et je divise ça par 80 si on refait des bonnes années. Je me suis planté, pardon, 555 plus 184, et que je divise ça par 80, on a dit presque 10 ans, et ça c'est avec un super flux de trésor des meilleures années, hein. On voit, là on a fait une année à 90, mais on a fait aussi des années avec 15 millions de flux de trésor disponibles. Si je nous prends la médiane historique, elle est autour des 70, vous le voyez ici. Et si je nous prends des mauvaises années, genre 20, ça nous fait combien? 739 divisé par 20, voilà, il faut plus de 30 ans. J'espère vraiment que ça va aller. On va aller regarder l'inventaire parce qu'il y a peut-être beaucoup à écouler. Et donc ça ferait du cash qui rentrerait parce que c'est des choses qui n'ont pas été vendues. Mais c'est pas du tout rassurant de voir ça. Bref, bah, je me suis obligé de faire la vidéo, je vais la finir. Tac, tac, tac. Les inventaires, ils sont ici, ils ont dû exploser. Ouais, forcément. Les inventaires explosent, ce qui est représentatif en fait du chiffre d'affaires qui baisse, il y a moins de ventes. Donc là, les inventaires explosent. Par contre, vous voyez, ok, un point positif. Ah, ça fait plaisir, un petit point positif dans la vidéo. Les inventaires sont très élevés. Alors, certes, dans les inventaires, vous avez une marge nette qui est un peu plus de 10%, donc évidemment, tout va par descendre. Mais même si allez, on va se mettre sur une marge de flux de trésor à 10% les bonnes années, on disait tout à l'heure, et je vais nous y retourner voir, pardon. Ouais, 12% les bonnes années, on a quand même beaucoup d'années plutôt autour des 8-10%. Allez. Donc ça veut dire qu'on pourrait redescendre avec 2 milliards d'inventaires, peut-être 200 millions de trésor. On enlève les capex parce qu'il faut bien réinvestir, mais globalement, ça permettrait de enlever ou d'absorber peut-être un tiers de la dette long terme. Ce qui est positif, mais le point un peu plus inquiétant quand même, c'est que les inventaires montent, donc ça veut bien dire que les ventes, il y en a moins. Parce que, je vais vous le montrer aussi, avoir sur une entreprise un inventaire qui monte quand le chiffre d'affaires monte, ça me choque pas, parce qu'en pourcentage du chiffre d'affaires, c'est normal d'avoir des stocks. Sauf que là, le chiffre d'affaires baisse, mais l'inventaire monte. Si les deux courbes étaient en train de traquer dans le temps, de se suivre dans le temps, ça me poserait beaucoup moins de problèmes. Là, c'est quand même plus inquiétant.
Bref, maintenant qu'on a dit tout ça, on va aller regarder les valorisations, parce que les valorisations ont dû, j'imagine, s'écrouler. Parce que le titre, il a baissé de plus de 75% en 3 ans, et le chiffre d'affaires, il n'a pas baissé de 75%. Et j'espère aussi qu'on aura du positif, que le chiffre d'affaires va repartir, que les marges vont repartir, parce que bah, c'est une belle entreprise qui existe depuis très longtemps, et j'espère vraiment que ça va aller pour eux. Attendez, je vais aller ça, avant ça, pardon, je vais aller voir le dividende quand même. Parce qu'on avait dit qu'on regarderait avec les réinvestissements. Donc, depuis 2015, là, c'est pas moi qui ai touché, j'ai ouvert l'onglet devant vous, il s'est mis sur 10 ans tout seul, ce qui est une bonne période pour juger. Sur 10 ans, avec les dividendes réinvestis, on a fait plus 7% sur la totalité de notre investissement. Donc, j'entends l'appréciation du titre, plus tous les dividendes réinvestis qui ont été payés, plus 7% contre plus 271% pour le S&P 500. Et si je réinvestis pas les dividendes, là on est à presque moins 20%. Évidemment, c'est suite à l'énorme chute qu'on a eue. Et maintenant, ma question, donc du coup, c'est les valorisations. Est-ce qu'en fait, on est sur des valorisations très basses ou est-ce qu'on est juste revenu à la réalité? Alors, je vais aller les regarder avec vous. Je vous le fais aussi plus possible en direct. Ces vidéos, je suis désolé, il y a moins de cuts. C'est vrai que je parle beaucoup plus, je vous fais mes réactions en direct, mais c'est un autre style de vidéo que moi déjà j'apprécie faire. Et aussi qui peut peut-être vous permettre de voir un petit peu les points à chaque fois que je vois en positif ou en négatif en direct. Genre quand j'ai vu le dividende qui était payé alors qu'ils peuvent pas, ben forcément ma réaction elle est pas top, ça me fait peur. Par contre, quand je vois l'inventaire qui monte, je me dis bon bah s'ils arrivent avant l'inventaire, ça fait rentrer du cash. Donc j'essaie vraiment de le faire brut de décoffrage, que vous ayez un petit peu le processus qui se passe en ce moment quand je fais une analyse. Prix par rapport au chiffre d'affaires, PER, bon, le price to free cash flow, on peut se le mettre, mais les valeurs sont énormes, donc je vais l'enlever quand même. Ouais, price to free cash flow, en ce moment, on est à plus de 110. Il n'est pas lisible, hein, vous voyez que ça fait des pics, on va l'enlever. On va regarder le prix par rapport au chiffre d'affaires. En ce moment, on est à 2,29. C'est logique, hein, un peu plus de 2 milliards de market cap pour un peu moins de 1 milliard de chiffre d'affaires, vous le retrouvez le ratio, et un PER de 18. Dans les deux cas, regardez les médianes là. Sur 15 ans, la médiane historique sur le prix par rapport au chiffre d'affaires est de 3,94 et la médiane sur le PER est de plus de 35. Ce qui est beaucoup pour une entreprise qui a très peu de croissance et des marges telles qu'elles sont. Ok, payer un dividende, mais je trouve que l'entreprise, la médiane historique, elle s'est payée cher historiquement, cette entreprise. Ok, le marché paye bien le prix qu'il veut une entreprise. Ce que je veux dire par contre, et juste après ça, je vais mettre en pause et taper ma conclusion. L'entreprise se paye pas cher historiquement. Pour de bonnes raisons, certainement. Par contre, et je leur souhaite vraiment parce que j'aime que les entreprises aillent bien. Derrière, il y a des emplois, c'est des marques, etc. Je veux être positif. Si l'entreprise remonte la pente, les valorisations ont l'air basses historiquement et il y a peut-être un truc à jouer si on a des convictions sur le business. Je nous mets la vidéo en pause, je tape une conclusion et je vous retrouve après et puis je regrouperai les deux morceaux de la vidéo au montage. Ok, je nous retrouve en conclusion. Donc, une entreprise que le marché valorise historiquement bas. Et en même temps, ça ne m'étonne pas non plus parce que bah, ça va mal. Enfin, ça pourrait toujours aller pire, mais on a vu mieux aussi dans l'histoire de l'entreprise. Il y a des périodes où ils allaient mieux. Donc voilà, valorisation historiquement basse. C'est le cas sur tout le secteur. Je suis allé voir pareil à l'époque sur Pernod Ricard, je me rappelle, les valorisations se sont écroulées. Tout le secteur est en difficulté. Et après, je dirais quand même attention au secteur avec beaucoup de concurrence de qualité. Vous avez d'autres grandes marques en face connues de liqueurs et de produits de prestige. Donc il y a de la concurrence et tout le secteur souffre. Le chiffre d'affaires qui a entraîné une hausse de l'action, puis un retour à la réalité violent. Je pense qu'il y a eu un gros emballement sur l'entreprise et de toute façon, on le voyait sur les valorisations que je vous montrais tout à l'heure. Regardez, entre 2017 et 2021-2022, les valorisations ont fait plus que doubler. Donc forcément, le titre a explosé en bourse et ensuite il a rebaissé, certes parce que le chiffre d'affaires a baissé, les marges ont baissé, donc ça a corrigé, mais ça suffit pas d'avoir le chiffre d'affaires qui baisse, on a aussi les valos qui ont baissé pour expliquer une telle correction du titre en bourse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, historiquement, il est valorisé bas. Évidemment, ça suffit pas à dire s'il faut l'acheter ou pas. Pour moi, il faut projeter où on sera dans plusieurs années, estimer les marges futures et puis réactualiser dans le présent avec un retour sur investissement minimum qu'on souhaite faire. Parce que si ça continue à se dégrader et ben, peu importe le prix, il y a un moment, si le chiffre d'affaires et les marges repartent pas, ça peut se justifier que la valorisation soit basse. Je dirais que c'est une entreprise mature, voire même très mature, avec un dividende,
un emballement court terme, clairement, et puis maintenant une situation où ils peuvent plus payer le dividende, mais ils continuent à le payer. Alors, si dans 3-4 ans, ils peuvent à nouveau le payer et qu'ils viennent à rembourser leur dette, ok, c'était une décision court terme, et ils ont décidé de continuer à payer un dividende parce qu'ils se disent dans le futur, peut-être qu'on pourra rembourser quand même la dette et financer les prochains dividendes. Peut-être, mais c'est une décision que je n'aime pas spécialement trop voir personnellement, de lever de la dette, ce qu'ils ont fait, on l'a vu tout à l'heure ensemble, on va retourner voir les graphiques, euh, je crois, hein, mais c'est sûr même, je me rappelle qu'ils ont levé de la dette, on va se le refaire en direct. Je préfère valider les choses quand j'ai un petit doute. Current debt. Si vous regardez, en 2023, on était à 260 plus 220 millions de dettes, et aujourd'hui, on est à 555 plus 184. Donc oui, ils ont clairement levé la dette, c'est bien ce que je me rappelais de la vidéo avant. Bref, vu les valorisations, je tiens à le dire, je comprends l'intérêt, parce que le titre, il a tellement baissé qu'on peut se dire, mais c'est pas possible, jusqu'où ça peut aller. Alors le plus bas que ça peut aller, c'est encore plus bas. Mais si on a un retour du flux de trésorerie disponible supérieur aux dividendes, qui peuvent commencer à payer le dividende, continuer à investir en CAPEX, et en plus commencer à rembourser la dette, évidemment ça va passer par une croissance à nouveau du chiffre d'affaires et ou une augmentation des marges. Les deux, ce serait encore mieux si on a et le chiffre d'affaires qui repart et les marges qui repartent. Mais pour l'instant, vous voyez que le chiffre d'affaires, là, sur 15 ans en composé, il a fait 1,33% par an de croissance. Donc ça va vraiment demander une excellente gestion de la part de la direction, faire de l'excellent marketing, peut-être faire des acquisitions, etc. Quoique pour faire une acquisition, je ne sais pas si financièrement, là, c'est très gérable au niveau du cash. Pourquoi pas, hein. Si derrière, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires et les marges, en soi, j'ai rien contre si c'est bien fait. Mais ce que je veux vous dire là, c'est qu'il y a du boulot au niveau de l'entreprise. J'espère vraiment qu'ils vont s'en sortir. Je comprends que le titre intéresse parce que les valorisations sont très basses. Regardez, hein, les médianes face aux valorisations actuelles, on est très bas. Mais on est bas, je pense, en partie pour des bonnes raisons. Les nouvelles qu'on a eues sur la Chine et les droits de douane, c'est très positif. Et donc je pense que le titre a bien réagi par rapport à ça. Maintenant, pour ma conclusion, je vois beaucoup de risques que je maîtrise pas. C'est pas un secteur que je connais trop bien. En plus, par rapport à une boîte comme LVMH, on n'est que sur les liqueurs. On n'a pas diversifié dans d'autres secteurs du luxe. Et je suis déjà exposé de toute façon à ces entreprises via LVMH notamment, qui ont aussi des marques concurrentes à ces produits. J'espère vraiment que ça va aller, que ce n'est que passager. Honnêtement, je ne vois pas non plus les marques disparaître demain, mais vous avez le business, les marques connues d'un côté, et le cours de l'action et le prix que je suis prêt à payer de l'autre côté. Et payer un PER de presque 19, un prix par rapport au chiffre d'affaires de plus de 2, pour une croissance depuis 15 ans composée de 1,33% par an, des marges sous les 10% pour les flux de trésor. Je passe mon chemin personnellement, j'arrive pas à comprendre le ratio risque-bénéfice, donc je passe mon chemin. Mais je pense que c'est une entreprise qui, comme tout le secteur, souffre en ce moment. Évidemment, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se battre, pour s'en sortir, et je leur souhaite tout le meilleur du monde. Mais à un moment, je dois faire des choix et je peux pas tout mettre en portefeuille. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de, malgré ma réaction devant les chiffres, qui font que les chiffres sont ce qu'ils sont et que l'entreprise souffre en ce moment, j'ai essayé quand même d'amener du positif. C'est une belle marque, il y a des emplois derrière. J'espère que la direction prendra les bonnes décisions. Tout le secteur souffre. Les nouvelles qu'on a eues là sur la Chine, c'est quand même du positif. Donc voilà, j'ai envie d'être positif. Les valorisations sont basses, elles sont basses pour de bonnes raisons. Et je comprends que si un investisseur a des convictions sur le business, qu'il mène son analyse complète. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions ou à partager votre avis en commentaire. Je vais en rester là pour aujourd'hui. La vidéo aura été assez longue. Je me serais un peu perdu dans mes pensées. J'aurais fait des tangentes, mais c'est pas grave. Ça change un petit peu de style, comme style de vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté ou dans le programme pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Je poste en ce moment pas mal de choses que je vois en ce moment. De toute façon, ça fait des mois que je fais des vidéos toutes les semaines. Et du coup, maintenant, elles sont disponibles à plus de monde pour ceux qui veulent la partie vidéo de ce que je fais en ce moment au-delà de YouTube, ce qui permet aussi de soutenir mon travail, et aussi le programme pour ceux qui veulent aller plus loin avec les modules de formation. Vous avez les liens en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.